Europe Soir. Et sur Europe 1, c'est le face-à-face. On passe au débat avec vous, Nicolas Poincaré. Débat entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Isabelle Millet vient de nous rappeler les faits. Les deux candidats qui se sont succédés aujourd'hui sur le parking de l'usine Whirlpool à Amiens. Marine Le Pen plutôt bien accueillie. Emmanuel Macron d'abord sifflé, mais qui restait plus d'une heure à dialoguer avec les salariés, même si la discussion a parfois été musclée. Qu'est-ce que ça dit de cette campagne, Nicolas Bétou ? Ça dit que Marine Le Pen est incroyablement accrocheuse et qu'elle fait une campagne pour essayer de remonter le terrain. Ça dit qu'elle est déterminée à se présenter en candidat du peuple, candidate des petites gens, et déterminée à repousser Emmanuel Macron entre des murs aseptisés, d'une salle bien proprette où il peut dialoguer tranquillement. Ça dit aussi tout ce qu'est la France et tout ce qu'est ce genre de piège, parce que c'était effectivement un piège politique. Marine Le Pen a tendu un piège, elle arrive, elle fait des selfies avec des gens qui sont souriants ou qui pleurent d'ailleurs et qui ont évidemment beaucoup de malheur à porter, ils ont perdu leur emploi pour la plupart, mais c'est un piège parce que répondre à ce genre de demande et venir devant un groupe d'ouvriers en grève ou au chômage ou bientôt au chômage, c'est impossible, c'est un défi impossible. Il n'y a pas de solution à court terme. C'est ça le problème de tous ces politiques qui se transportent sur des lieux comme on l'a vu à Florange. Bien sûr, tout le monde a fait le parallèle avec Florange et François Hollande, ArcelorMittal. Il n'y a pas de solution à court terme. Et donc, venir et essayer d'expliquer autre chose que ce que dit Marine Le Pen, c'est-à-dire je vais vous sauver en fermant les frontières, je vais vous sauver en interdisant les fermetures d'usines, je vais vous sauver en interdisant l'euro. Tout ça est totalement faux. Mais ça parle à des gens qui, au désespoir, se disent après tout, ces solutions peuvent peut-être marcher. Essayez de raisonner comme Emmanuel Macron a essayé de le faire assez courageusement. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à le faire, à convaincre qui que ce soit. Mais essayez de raisonner, de dire il faut se former, il faut de l'investissement, encore de l'investissement, toujours de l'investissement. Il faut que des étrangers viennent investir chez nous, qu'ils viennent travailler. Il faut accepter une flexibilité du travail pour en retrouver plus facilement. Tout ça, c'est inaudible dans ce genre de population. Donc, ce que disent ces images, c'est il y a un piège, il y a une sorte de désastre industriel français qui devient un piège politique lorsqu'il est traité dans des séquences aussi courtes que celles d'une campagne électorale. Natacha Polony. C'est un piège parce que, en effet, symboliquement, c'est terrible, surtout quand on voit ce matin même sur LCI un Jacques Attali expliquer, et c'est le cri du cœur, que Whirlpool, c'est une anecdote. Comment peut-on prononcer ce mot-là, même si ensuite il explique parce qu'il y a un contexte de hausse d'emploi, enfin d'augmentation du nombre d'emplois créés. Mais bon, d'abord, regardons l'état de la France et puis surtout, ça révèle la mentalité. Parce que, en fait, ce qu'il y a derrière, oui, ce symbole est fondamental. Whirlpool, qu'est-ce que c'est ? C'est une multinationale américaine qui décide de délocaliser des sèche-linges qu'elle vendra en France. Donc, on va aller les construire à bas coût en exploitant des Polonais, mais pour ensuite, avec une empreinte carbone absolument désastreuse, faire revenir ces sèche-linges. C'est le symbole de l'aberration de ce système. Alors, on peut expliquer, en effet, que c'est comme ça, que c'est la fatalité, qu'on ne peut rien faire. On peut dire, et je vous entends, Nicolas, dire il faut que ces ouvriers se forment. Mais arrêtons de rêver. Si on détruit tous les emplois industriels, tous les emplois ouvriers dans ce pays, on n'arrivera pas à former tous les gens pour en faire magiquement des ingénieurs. Pour éviter de détruire qu'il faut former. Donc, pardon, mais vous prenez le problème à l'envers. Non, il faut la question n'est investir. Écoutez-moi, il faut investir. Nicolas, juste une seconde. Pardon, pour que vous ne fassiez pas de contresens sur ce que j'ai dit. Je ne fais aucun contresens. Il faut investir, former les gens et essayer de faire en sorte... Mais former les gens à quoi ? Vous êtes en train de faire en sorte que tous les emplois industriels quittent ce pays parce que vous dites à ces gens, vous êtes trop chers et on va aller prendre des esclaves en Pologne. Et encore en Pologne, à Łódź, là où se délocalise Whirlpool et où d'autres entreprises ont déjà délocalisé depuis longtemps, ils sont mis en concurrence avec des ouvriers ukrainiens qui sont encore moins chers. Donc, cette question-là ne peut être traitée qu'en remettant en cause ce système. C'est le discours que tiennent depuis longtemps auprès des ouvriers de Whirlpool, des gens comme par exemple François Ruffin du journal Fakir, qui est candidat aux législatives sur place et qui lui suit
produit beaucoup dossier d'emplois dans sa vie, certainement. depuis bien sûr. longtemps. Il tient un journal. Il a quelque chose qui ressemble à une entreprise. Oui. Donc il a une responsabilité. Et donc, vous voyez, il y a des gens qui suivent ces dossiers-là. Alors là, on se retrouve dans un cas d'instrumentalisation par de la communication politique. Mais pourquoi ? Parce qu'on a laissé s'enquister ce genre de problème et parce qu'il y a une détresse monstrueuse. Et il y a de quoi ? Parce que c'est pas seulement les 286 emplois de Whirlpool, ce sont les intérimaires, ce sont les sous-traitants aussi. C'est beaucoup plus vaste. Et ça, c'est dans toute la France. Nicolas Bétou ? Non, je veux dire, pardon, mais dire il faut empêcher les gens de produire là où c'est moins cher, c'est juste une aberration. Vous ne pouvez pas. Simplement, ça fonctionne d'une façon qui est d'une simplicité absolue. J'ai entendu Natacha Polony, nous avons eu un débat il y a peu de temps là-dessus, sur le fait que la Russie était devenue autosuffisante en matière de production agricole parce qu'elle avait été punie, entre autres, par l'Europe, entre autres par la France, qui avait perdu des débouchés pour ses agriculteurs. La Russie étant obligée de se fournir elle-même, était devenue autosuffisante. C'est la France qui paye, dans le cas d'espèce, les dégâts de la fermeture des frontières de la Russie. Effet, nos agriculteurs vont en crever. Eh bien, c'est exactement ce qui se passerait si vous fermiez les frontières pour l'ensemble des produits industriels. Donc, cette solution est juste... autosuffisants et nous pourrions fabriquer nos propres échanges. Mais vous êtes en train d'expliquer quelque chose de formidable, c'est Nicolas, absurde parce que mais c'est absurde puisque nous ne savons pas fabriquer à des coûts qui sont compatibles avec le pouvoir d'achat des Français ce matériel, l'ensemble est des plombé par les équipements. charges Je suis prêt à parier, dus au chômage de masse que crée votre système. Je suis prêt Nicolas. à parier, Natacha, que une partie non négligeable, peut-être même la moitié de votre consommation, elle est importée. Mais et le jour où vous renoncez, très bien, mais le jour où vous renoncez, en France, on a détruit des savoir-faire, on a détruit totalement des emplois et toute la filière du cuir. Il y a une solution, la formation, l'investissement, la montée en gamme de la qualité sont des réponses à l'industrie à bas coût délocalisée. Mais une multinationale comme Whirlpool ira toujours chercher moins cher si on accepte que des gens soient payés à rien. Je suis désolé, c'est faux. Il y a des pays autour de nous qui produisent de la qualité plus chère avec des coûts d'industrie. Je rappelle que Whirlpool vient de donner 10% supplémentaires de dividendes à ses actionnaires, entre autres. Ce qu'a dénoncé d'ailleurs Emmanuel Macron auprès des salariés tout à l'heure sur ce parking. On en reparlera après 19h de cette affaire Whirlpool dans le débat entre deux représentants des finalistes, Nicolas Bay pour le Front National, Richard Ferrand pour le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Ce sera après 19h. Pour l'instant, c'est l'heure de l'édito étranger de François Clémenceau. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Et l'Europe se fâche une nouvelle fois contre l'autoritaire président hongrois Viktor Orban. Cette fois, c'est à cause d'une loi sur les universités. Oui, c'est une loi qui pose problème parce qu'elle a été votée par le gouvernement hongrois et elle vise entre autres l'Université d'Europe centrale à Budapest qui est quasiment entièrement financé par le milliardaire philanthrope d'origine hongroise George Soros. Avec près de 2000 étudiants qui postulent pour un diplôme reconnu par les États-Unis, cet établissement a été créé pour fournir un enseignement à tonalité très pro-européenne et disposant de l'un des meilleurs fonds d'archives, notamment sur la guerre froide. Eh bien, le gouvernement de Viktor Orban suspecte cette université et George Soros de collusion avec des activités antinationales. Il soupçonne cette université d'être une base de subversion pour former ni plus ni moins les futurs opposants à sa politique. Mais pour l'Europe, qui veut protéger le pluralisme, l'enseignement des valeurs démocratiques, cette loi est destinée à refermer davantage la Hongrie sur elle-même dans un contexte de défiance à l'Union européenne. Et alors, c'est pas la première fois que l'Europe s'oppose à la Hongrie de Viktor Orban ? Non, c'est vrai. Tout comme la Pologne voisine qui s'est dotée d'un gouvernement conservateur et nationaliste et qui essaye de démanteler certains piliers de l'état de droit, notamment l'indépendance des médias ou de la justice, la Hongrie a elle aussi très vite refusé de jouer la solidarité européenne, notamment, vous vous en souvenez, sur la question migratoire, en fermant ses frontières aux réfugiés en provenance du Moyen-Orient. Mais là, avec cette histoire d'université, on est sur un terrain bien plus politique qui pose la question même de la démocratie. La crise est telle que le Parlement européen a convoqué aujourd'hui le Premier ministre hongrois pour répondre aux questions des élus et le Parti populaire européen de droite, c'est-à-dire la famille de droite européenne qui accueille le Fidesz, le parti dont Viktor Orban est membre, eh bien, le PPE se pose la question de l'exclusion du Fidesz. Alors, la Commission européenne a donc ouvert ce qu'on appelle une procédure d'infraction. Comme souvent avec l'Europe, ce sont des termes un peu compliqués qu'on maîtrise mal. En tout cas, ça veut dire quoi ? Qu'il va y avoir des sanctions ?
Eh bien, logiquement, ça devrait dire qu'il y aurait des sanctions, mais l'une des faiblesses de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'expulsion de l'un de ses États membres pour manquement aux règles démocratiques. Il existe en revanche une suspension du droit de vote de la Hongrie, ce qui serait considéré évidemment comme une sanction politique majeure, mais à ce stade, et comme pour la Pologne d'ailleurs, personne n'a osé aller jusqu'à cette extrémité. Et c'est un peu embêtant parce que la plupart des experts des questions européennes redoutent qu'avec une vague de nationalisme ou de populisme en cours au sein des 27, ce débat sur l'état de droit risque de devenir récurrent et donc le débat sur les sanctions également. D'où l'urgence de la relance de l'Union européenne et pas seulement sur la base de ce que l'on peut faire ensemble sur le plan économique ou sur le plan social, mais aussi sur ce que l'on est en tant qu'Européens, sur ce que l'on partage comme valeur et notamment celle de l'état de droit qui est un axe central de l'Union européenne. Voilà, l'édito étranger signé François Clémenceau du Journal du Dimanche après le débat entre Natacha Polony et Nicolas Béthou de l'Opinion. Merci beaucoup à tous les trois.